Bonjour. Bonsoir à toutes. Bonsoir. Bienvenue. On va attendre quelques minutes. Vous êtes nombreuses ce soir. On attend, on a près de 300 inscrites, donc on attend. Selon les organisateurs. Organisatrices d'ailleurs. Organisatrice d'ailleurs, oui, oui. N'hésitez pas à vous présenter sur le chat. Bonsoir, merci de vous présenter, de dire d'où vous venez pour nous donner un petit peu de perspective. Si vous voulez nous donner votre mandat aussi, n'hésitez pas. Ah, il y a Sophie. Bonsoir Sophie. Peut-être qu'en attendant, on peut se présenter rapidement, Stéphanie, pour celles qui ne nous connaissent pas. Bien sûr. Donc, bonsoir à toutes. Je suis donc Stéphanie Riva, je suis directrice générale du réseau Élu Local et j'aurai le plaisir d'animer ce 3e webinaire sur le pouvoir et les codes qui y sont liés. Et bonsoir à toutes, moi je suis Morgane Fournier, donc je suis directrice marketing et communication de chez Élu Local et donc j'accompagne Stéphanie plus pour le côté organisationnel, je dirais, de cet événement. Mais bien sûr, je suis à ses côtés aussi en n'importe quelle circonstance. Merci Morgane. Je t'en prie. C'est génial, vous venez de toute la France. C'est génial. On est très contente parce qu'on s'est rendu compte que c'était vraiment un sujet qui avait vraiment énormément fonctionné. C'est la première fois qu'on atteint, pour un atelier de formation, on a déjà fait des webinaires avec des ministres, des députés, des sénatrices qui avaient bien fonctionné, mais pour un atelier de formation, c'est la première fois qu'on a autant de monde. Donc, on est très contente. Je pense que ce sera intéressant de savoir aussi pourquoi vous êtes venus à un moment. N'hésitez pas à nous le dire. Oui, ce que vous en attendez, peut-être, ouais. Quelles sont vos attentes. Et peut-être qu'on peut laisser aussi Mathilde et Laura se présenter. Ouais, elles sont dans l'obscurité actuellement. Bonjour à toutes. Moi, je suis chargée de communication chez Élu Local et on va aider Stéphanie pour l'organisation du webinaire, prendre vos questions-réponses ce soir. Voilà. Et bonsoir à toutes. Laura, du coup, responsable de l'animation des réseaux locaux, nos réseaux locaux dans les départements. Et donc voilà, ici pour co-animer tout ça ensemble avec Mathilde et vous nous posez vos questions, etc. On prendra tout. Et donc, pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement du webinaire de ce soir, donc on a été obligé de changer le format et de passer sur un mode où du coup on ne vous voit pas parce que vous étiez très nombreuses, hein, comme le disait Morgane, pratiquement 300 participantes inscrites ce soir. Et donc, on atteint du coup le seuil maximum pour organiser ça comme une visio classique. Donc, pour poser vos questions, vous avez la possibilité d'utiliser donc le chat, la discussion. Et peut-être je parle plus sous le contrôle de Morgane, s'il y a la possibilité de lever la main et peut-être d'activer son micro, mais ça, je ne sais pas. Tout à fait. En fait, vous pouvez lever la main. Donc, vous avez un petit onglet en bas de votre écran. Vous appuyez sur lever la main. Nous, on le voit côté organisation. C'est Mathilde et Laura qui voient que vous avez levé la main. Et on vous donne la parole à tour de rôle. Donc, n'hésitez pas. C'est assez simple pour nous de repérer visuellement. Comme vous êtes nombreuses, c'est ce qu'il y a de plus performant si vous avez vraiment une question immédiatement à poser. Je n'ai eu aucune formation depuis mon arrivée à la mairie. C'est intéressant. Ok. Alors, Corinne, je vois que Corinne attend pas mal de choses sur la posture, la voix et le charisme. Alors ça, c'est quelque chose que je ne vais pas nécessairement aborder parce que en 1 heure de temps, ça va être compliqué. Mais là, on va vraiment comprendre les sources du pouvoir et un peu les qualités des personnes qui sont en politique. Donc, je ne vais pas rentrer autant dans le détail sur la posture, la voix et le charisme, mais on pourra envisager peut-être un deuxième webinaire en lien avec ces points-là, avec plaisir.
Oui, c'est ce que j'allais dire. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous faire part, suite à ce webinaire, à vos besoins en formation. Donc, on a vraiment pris le parti de vous donner des petites formations d'1 heure comme ça, mensuellement. Tous les mois, on essaye d'avoir une formation à vous proposer. Si vous avez vraiment des besoins, on pourra y répondre. Donc, n'hésitez pas à nous faire vos retours aussi suite à ce webinaire. Oui, en sachant que si c'est sur le budget, je laisserai la place. Mais on a des formateurs très performants à ce niveau-là aussi. Moi, je peux vous faire Facebook si vous voulez. Ah, ce serait super ça. Oui, on l'a déjà fait. En plus, on avait commencé l'année dernière une petite formation sur Facebook. C'est vrai qu'on pourrait le remettre en place. Et les réseaux sociaux en général, en fait. Et donc, il y a quelqu'un qui a un problème de son. Donc, je ne sais pas, est-ce que de votre côté, tout le monde m'entend? Mathilde et Morgane, c'est bon pour vous? Oui, okay. Pour moi, c'est bon. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez. On peut peut-être commencer. Allons-y. Parfait. Donc, je ferme le chat de mon côté. OK. Donc, Mathilde et Laura, je compte sur vous pour être mes yeux sur le chat. OK, parfait. Donc, non, pas parfait. Voilà. OK. Donc, une présentation assez rapide du réseau élu local. Donc, pour celles qui nous découvrent ce soir, on a une double mission. C'est vraiment de soutenir et vous valoriser les femmes en politique pour lever un maximum d'obstacles à vos engagements et vous permettre d'accéder aux plus hautes responsabilités politiques. Ça passe par 2 leviers. La possibilité de partager votre expérience du mandat local via notamment nos réseaux locaux, et aussi de renforcer votre impact politique via les formations qu'on peut vous proposer et qui vous permettent de monter en compétences sur certaines thématiques hyper importantes dans le cadre du mandat, que ce soit des thématiques très axées, comme on le disait tout à l'heure, finances locales ou urbanisme, comme sur des formations très liées à la posture, à l'efficacité personnelle, la communication politique, la prise de parole, etc. On voulait vous présenter, pour celles qui ne connaissent pas les Journées nationales des femmes élues, la 10e édition qui se tiendra donc les 3 et 4 décembre à Paris, à côté de la Tour Eiffel, pour marquer le coup de nos 10 ans, et qui vous permettent du coup de découvrir des projets de territoire qu'on a trouvés, nous, particulièrement inspirants. Donc, avec une grande table ronde, par exemple, cette année sur l'égalité femmes-hommes, comment, quand on est une collectivité qui veut mener des politiques plus égalitaires, on doit respecter des étapes, et donc quelles sont ces étapes, et avec du coup des collectivités qui vont venir présenter des choses qu'elles ont déjà mises en place. Et puis des intervenantes aussi extraordinaires qui gravitent en dehors du monde politique, parce que c'est aussi ça qui est intéressant, découvrir des parcours de femmes qui évoluent aussi, elles, dans des milieux dits historiquement masculins, comme Zaya Ziwani, que vous voyez en photo et qui est une des rares femmes chefs d'orchestre, et bien d'autres encore. Donc, n'hésitez pas, il reste encore peu de places. Enfin, on a encore quelques places, je crois environ 80 places disponibles pour les 3 et 4 décembre. Donc, si vous êtes intéressés, on est évidemment à votre disposition pour vous présenter un petit peu plus en détail le programme. Donc, ces journées, elles nous permettent vraiment d'ancrer élu local comme étant le premier réseau national des femmes élues, et de rassembler des ministres, des sénatrices, des députés, des femmes maires, des présidentes de PCI, parce que oui, il y en a, des conseillères municipales, régionales, départementales. L'idée, c'est vraiment d'être dans une démarche transpartisane et de pouvoir avoir toutes les élus, quel que soit leur mandat, quel que soit leur parti politique et quelle que soit la taille de leur collectivité, pour débattre de sujets d'actualité et monter tout en compétences et se serrer les coudes. Donc là, je laisse la parole à Morgane parce que c'est son bébé. Oui, c'est mon bébé, enfin c'est notre bébé à toutes. Excusez-moi si vous entendez des enfants. D'ailleurs, il y a son bébé derrière aussi. Ouais, excusez-moi. En fait, effectivement, c'est la 10e édition des Journées nationales des femmes élues, et on a eu le constat très simple, c'est que depuis 10 ans, effectivement, la place de la femme en politique a évolué.
dans une certaine mesure, mais il y a encore pas mal d'efforts à faire et surtout, suite à toutes ces journées qu'on organise, à tous ces échanges qu'on a avec des femmes élues locales, mais aussi du niveau national, on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup à faire, notamment en matière de sexisme. Le sexisme en politique est une réalité. Ça parle de la petite tape sur le dos et la petite attitude paternaliste à vraiment des violences et du harcèlement. Donc, nous, l'idée qu'on a eue, c'est vraiment de lancer une journée internationale des femmes en politique. Et donc, ce sera le 4 décembre. Vous n'avez rien à faire sinon à en parler sur vos réseaux. L'idée, c'est vraiment de ce jour-là de mettre l'attention sur vous, sur les femmes, sur ce qu'elles peuvent vivre quand elles se lancent en politique ou pas. On a vraiment de tout. Il y a des femmes qui n'ont pas du tout de problème à ce niveau-là, et tant mieux, mais c'est vrai qu'on a aussi beaucoup de choses à régler. Donc, pour aller, la plus grande difficulté, c'est de collecter des données objectives quant aux violences faites aux femmes en politique. Donc, on a lancé une grande enquête. Et on vous invite, on vous partagera le lien, on vous invite à y répondre. Aujourd'hui, on a des centaines de témoignages. Et certains sont vraiment, on se rend compte qu'on a du boulot pour changer le monde. Donc vraiment, cette grande enquête, on dévoilera les résultats lors d'une conférence de presse, lors de nos journées nationales des femmes élues. Et le soir, le 3 au soir, en prévision du lancement le samedi 4, on va organiser une grande soirée à l'Assemblée nationale où l'idée est de réunir les femmes en politique pour dire stop tout ensemble, pour que les mentalités changent, pour que ces messieurs changent d'attitude, mais aussi pour que le grand public se rende compte et vraiment qu'il y ait une mise en valeur, mise en lumière de tout ce que l'on peut vivre quand on est une femme en politique. Pour dire aussi que si vous vivez cela, vous n'êtes pas seul et qu'on va tout faire pour faire changer les choses, il est temps. Et donc voilà, cette journée est votre journée, cette journée est faite pour vous. Aidez-nous à compléter l'enquête, aidez-nous à partager cette enquête, aidez-nous à communiquer sur cette journée le 4 décembre pour qu'ensemble, on réussisse enfin à mettre une politique un peu plus égalitaire où la femme prenne de plus en plus de place. Sa juste place. Merci beaucoup, Morgane. Je vous en prie. Donc, on vous transmettra peut-être via le chat et aussi par mail le lien de l'enquête. Je pense que c'est assez rapide, hein, c'est 2-3 minutes pour y répondre. Exactement, c'est 3 minutes, pas plus. Et voilà. elle peut être anonyme aussi. Voilà, les données peuvent être anonymisées et puis, comme le disait Morgane, aidez-nous à faire connaître cette enquête au plus grand nombre. Et il y a aussi, j'ai oublié de vous le dire, nous ne sommes pas seuls, on a lancé ce mouvement, mais aujourd'hui, on est soutenu par ONU Femmes, on est soutenu par de nombreux organismes, donc je pense qu'on va réussir à créer quelque chose, ça va être quelque chose on essaye de faire quelque chose de médiatique aussi, donc suivez-nous, on vous tiendra informés. Merci beaucoup. Donc, le premier volet, c'était effectivement donc, ces journées nationales des femmes élues. Ensuite, de manière assez classique, on a donc des formations qui sont vraiment adaptées aux enjeux qu'on rencontre dans le cadre du mandat. Donc, aussi bien des formations qui sont dédiées pour les femmes en politique, mais après, le reste de nos formations sont vraiment ouvertes à tous les élus, donc sur la communication, sur l'exercice du mandat et puis sur les thématiques des délégations clés, les finances, l'urbanisme et tout ce qui va toucher au management. On a des réseaux locaux absolument extraordinaires qui sont animés par des ambassadrices élues. J'en ai vu quelques-unes d'ailleurs connectées ce soir. Merci à elles. Et si vous voulez aussi leur poser des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat. J'ai vu Sophie qui est connectée pour la Seine-et-Marne. Donc, ces réseaux locaux, c'est vraiment une rampe de lancement pour toutes celles qui souhaitent viser plus haut. Mais c'est surtout un endroit bienveillant où le maître mot d'ordre, c'est l'écoute, la solidarité, la bienveillance, le partage pour justement vous aider à rompre avec parfois une solitude que vous pouvez ressentir dans votre quotidien d'élu. Donc, n'hésitez pas à rejoindre votre réseau local. On vous transmettra également le lien vers notre site pour pouvoir être tenu informé des différents événements qu'on va organiser prochainement dans vos départements. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, comprendre le pouvoir et les codes qui y sont liés. Donc, c'est un atelier, une synthèse en fait
de l'introduction de la formation que j'anime sur les codes du pouvoir. Et ces codes du pouvoir, à quoi ils servent? Ils nous servent à remettre parfois quelqu'un à sa place, qui agit, parfois même sans conscience, mais qui peut entendre les limites à partir du moment où on lui impose. Donc, c'est vraiment vous donner en fait quelques clés pour vous aider à vous imposer si vous avez affaire à quelqu'un qui peut être, par exemple, dans la manipulation ou qui ne pourrait ne pas comprendre que vous avez votre place. Donc, pour ça, il est essentiel de se faire respecter avec doigté de préférence et puis avec force si c'est nécessaire. Ce qui compte avant tout, c'est d'être efficace pour que vous puissiez aussi atteindre vos objectifs que vous vous êtes fixés en vous lançant en politique. Donc, au niveau de comment on doit tenir compte en fait de ces codes du pouvoir, est-ce qu'on doit y tenir compte pour accéder au pouvoir, pour se faire ensemble, pour se faire entendre, pour influencer? En fait, ce qu'il faut savoir, et c'est ce que j'entends souvent en formation, c'est moi, avant de prendre la parole, je veux vraiment être sûre de tout connaître de mon dossier. Je veux en maîtriser tous les détails. Et puis, parfois, comme je n'ai pas cette sensation de tout maîtriser, je ne vais pas nécessairement prendre la parole. Et en fait, ça, c'est quelque chose dans lequel qu'il faut travailler parce qu'on n'a pas besoin d'être parfaitement compétent et tout maîtriser et tout savoir pour s'exprimer. On a tous le droit et toutes le droit d'être débutante. On peut émettre un avis sans être un expert d'un sujet et personne ne devrait vous mépriser et vous maîtriser au titre que vous puissiez parfois être maladroite ou hésitante. Donc, l'idée, c'est aussi de se mettre dans cette posture de je casse aussi les codes et j'arrête ce syndrome que j'appelle moi de la bonne élève de je veux tout savoir avant d'y aller. Je déroule tant que je ne suis pas arrêtée par Mathilde et Laura. D'accord. Donc, il y a vraiment deux concepts qui sont vraiment liés au pouvoir. Il y a deux concepts, donc c'est vraiment deux traits en fait qu'il faut travailler quand on veut maîtriser les codes du pouvoir. Il y a une première notion qui est l'assertivité. Donc, c'est vraiment cette capacité d'exprimer et défendre ses propres droits en respectant ceux des autres. Et c'est une attitude en fait qui consiste à refuser le recours à la soumission et à la domination. Et d'un autre côté, il y a l'influence et qui est le process d'amener quelqu'un à adopter son propre point de vue, non pas en manipulant cette personne, mais en étant dans la coopération, en étant dans l'argumentation, en amenant l'autre par un raisonnement à vous faire confiance. Donc, il y a plusieurs compétences qui sont liées au pouvoir. Donc, si je reviens en arrière, vous voyez qu'à gauche, on a les compétences qui sont liées à l'assertivité et à droite, on a les compétences qui sont liées à l'influence. Donc, au niveau de l'assertivité, les compétences qu'on va chercher à développer, c'est le fait d'avoir une estime de soi positive, le fait d'être en capacité de maîtriser son temps et de gérer ses priorités, parce que ça permet aussi de vous remettre au centre. Quand on est capable de maîtriser son temps, on est capable de se mettre au centre par rapport à ses objectifs. Être capable, évidemment, de communiquer quel que soit le lieu et l'interlocuteur. Être aussi dans l'écoute active, qui permet aussi de mieux se faire comprendre. Et évidemment, une partie sur maîtriser son apparence et l'image que l'on renvoie aux autres. Et sur la partie influence, donc il y a la faculté à mobiliser derrière soi, à parler en public, à être aussi en capacité de garder la main sur l'échange, surtout quand on a une opposition parfois forte, maîtriser sa gestuelle et une partie de gestion du réseau, donc son réseau d'influence. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que le pouvoir? Donc souvent, je fais un tour de table, mais là, à 300, ça va être un peu compliqué. Mais l'idée, c'est vraiment le pouvoir, qu'est-ce que ça vous évoque? Donc, si vous voulez bien vous prêter à cet exercice sur le chat,
juste de nous dire pour vous, qu'est-ce que c'est le pouvoir? Quel est votre rapport au pouvoir? Quelle est la perception que vous en avez? N'hésitez pas aussi à lever la main si vous voulez prendre la parole. Je ne sais pas s'il y a déjà beaucoup de réactions. Je vais réouvrir. Alors, on a Sophie Bourgade qui nous répond à quelque chose dont il ne faut pas abuser. On a IFDO. Alors, capacité à faire, prise de décision, décider et agir, c'est le savoir. Domination, décision, suivre. Le pouvoir, c'est le peuple. Possibilité de mettre en œuvre nos projets. Ça va très, très vite. Wow, c'est génial. Service de la communauté. On a rapport de force, domination, capacité à décider, être entendu, écouter sans avoir à forcer, savoir-faire et savoir-être. Wow. Ah, il y a plein de réactions, c'est génial. C'est un déluge. Devoir de compétence, avoir levé... Ah, il y a Sophie Sophie qui cite Christiane Taubira. Ouais. Ok. Bah, en fait, ce tour de table, il est assez intéressant et je suis contente de voir que pour beaucoup, en tout cas d'entre vous, le pouvoir, il est quand même lié à cette capacité de décider. Et je pense que c'est ça qui est hyper important parce que et c'est aussi quelque chose que je déconstruis moi beaucoup dans cette formation Code du pouvoir parce que souvent c'est la notion de pouvoir peut avoir mauvaise presse en fait. Elle est souvent connotée négativement. On l'associe très fréquemment et peut-être aussi c'est l'image qu'on donne des politiques aujourd'hui à travers les médias, à travers les réseaux sociaux. Mais ce qui ressort beaucoup, c'est l'abus de pouvoir, la soif de pouvoir, les jeux de pouvoir, l'ivresse de pouvoir. Donc, vraiment, tout un vocabulaire extrêmement négatif. Et donc, en fait, c'est quelque chose, avant d'utiliser les codes, c'est aussi d'être aligné, de se dire que le pouvoir, c'est aussi une capacité de se réaliser, de faire avancer les choses dans le bon sens, de donner une légitimité à ses actions au quotidien. C'est la liberté de faire les choses, de ne pas compromettre ses valeurs, de faire ce qu'on pense bénéfique pour soi, mais pour les autres, mais aussi pour soi. Le pouvoir, c'est avoir suffisamment d'influence pour que les décisions soient prises en conformité avec ses choix et ses valeurs. Et c'est aussi un poids, avoir un rôle à jouer et des codes à adopter. Voilà. Donc, je fais une petite mise à niveau, mais c'est aussi toutes ces choses qui sont extrêmement positives et qui, je suis sûre, fait partie des valeurs que vous prenez et que vous avez probablement portées en vous lançant en politique. Donc, pour bien comprendre aussi les sources du pouvoir, et donc j'ai fait un graphique pour bien comprendre, en fait, il y a deux sources du pouvoir. Il y a ce qu'on appelle à gauche le pouvoir de position, qui est vraiment lié à votre position dans l'organisation. Et il y a le pouvoir, les sources du pouvoir qui sont liées à vos attributs personnels. Et c'est vraiment sur ces attributs personnels que se jouent vraiment les codes du pouvoir. Alors évidemment, une personne qui est à la tête d'une organisation, elle est considérée comme légitime, mais ça ne veut pas dire parce qu'on n'est pas maire ou présidente d'une collectivité qu'on ne peut pas aussi jouer de ces codes de pouvoir et être reconnu pour son expertise, parce qu'on est une référence, on est capable de s'identifier à vous, notamment à travers vos valeurs et ce que vous prônez en politique. Et puis, le pouvoir, il est détenu aussi parce que vous allez être en capacité d'avoir l'information. Et donc, vraiment, sur les codes du pouvoir, on travaille pas sur le pouvoir de position, on travaille sur vos attributs personnels. Donc, tout le monde peut s'approprier les codes du pouvoir et en retirer des bénéfices dans son mandat politique. Donc, pourquoi vouloir le pouvoir ? J'en profite juste, Stéphanie, parce qu'on a quelques questions à ce sujet-là. Sachez que nous vous enverrons après cette session le replay. Donc, vous n'êtes pas obligé de tout noter très rapidement. Vous aurez le replay du webinaire qui vous sera envoyé par email. Ça marche. Merci beaucoup. Donc, pourquoi vouloir le pouvoir ? Avoir le pouvoir, c'est avoir le choix. Donc,
vous avez le droit d'avoir envie d'aller plus haut, c'est normal et c'est même justifié parce qu'on sait que la politique, c'est très prenant. Donc, quand on y consacre autant de temps et autant d'énergie, surtout quand on est une femme et qu'on doit jongler avec parfois une carrière professionnelle, parfois une vie familiale, amicale assez chargée, c'est aussi important de se dire que je suis complètement à l'aise avec le fait de, oui, je fais de la politique et je fais parce que je veux faire avancer les choses. Donc, au quotidien, on subit beaucoup de décisions qu'on n'a pas forcément choisies et qui ne nous conviennent pas nécessairement. Donc, c'est aussi, se dire, le pouvoir, ça permet de décider pour les autres, mais ça permet aussi de décider pour soi. Donc, vraiment, il n'y a pas de malaise ou on ne doit pas se sentir... on ne doit pas se sentir mal à l'aise avec cette notion de oui, je fais de la politique parce que je veux avoir ma place à mon rôle à jouer pour ma collectivité et pourquoi pas au niveau Fanny, national. on a une petite question de Catherine Daguet, Oui. Salut, qui est là ce soir. Elle nous demande Bonsoir, Catherine. qui gagne quand une personne qui détient le pouvoir de position s'oppose à une personne qui détient le pouvoir personnel. Qui gagne? Absolument. C'est ça? Ok. Qui gagne, encore une fois, ça dépend de vos objectifs et de la situation. Il y a une position qui est, on va dire, légitime quand on est à la tête d'une organisation, mais en construisant en fait votre expertise, en allant être détentrice d'informations clés, vous pouvez aussi, Catherine, jouer dans la balance. Et après, c'est la façon dont vous allez aussi présenter vos arguments, la façon dont vous allez aussi pouvoir trouver des alliés qui vont appuyer votre message, qui vont faire écho à ce que vous dites, qui va permettre aussi de peser dans la balance. Mais je pense qu'il n'y a pas nécessairement de gagnant et de perdant. Il y a le fait de se faire entendre et après d'être éventuellement reprise et relayée. Et à partir du moment où on est relayé, je pense qu'une partie du job est faite. On a une autre question pour toi de Madame Cessac. Comment contrer quand l'opposition politique s'attaque frontalement à nos valeurs? En réaffirmant ces valeurs, en fait, en donnant des gages et des éléments extrêmement actuels sur comment on met en musique ces valeurs dans son projet politique, dans sa vision politique. Et c'est toujours en réaffirmant ce qu'on fait et pas nécessairement en attaquant l'autre. Ok. J'avance? Ouais. Allez. Pourquoi parfois c'est si dur à assumer le pouvoir? Parce qu'on le sait, il y a beaucoup de stéréotypes qui sont associés, puis beaucoup de préjugés aussi, notamment quand on est une femme. Donc, un des premiers stéréotypes, souvent, qui peut freiner quand on souhaite, par exemple, je ne sais pas, changer de niveau et se présenter aux législatives, par exemple, c'est de se dire, moi, je ne suis pas en tant qu'élu local, je n'ai pas forcément un parcours dans la norme où on se dit que pour faire de la politique, par exemple, au niveau national, il faudrait nécessairement avoir fait l'ENA et Sciences Po. Et donc, je veux déconstruire aussi ce stéréotype parce que l'important, c'est effectivement d'avoir une valeur, une vision claire pour sa collectivité, pour son territoire, pour son pays, et d'être capable de porter des projets qui soient structurants et en accord avec ses valeurs. Donc, Christine Lagarde, elle a fait une formation de droit. Rachida Dati, elle a une maîtrise en sciences économiques. Anne Hidalgo, je crois qu'elle a fait des études en sciences sociales. Clémentine Autain, elle a fait des études d'histoire. Alors après, il y a aussi les parcours que l'on a dans des partis politiques. Mais tout ça pour dire que il n'y a pas besoin d'avoir un parcours dans la norme pour aller chercher des mandats au niveau national, si c'était votre objectif. Stéphanie? Oui. Je coupe. On a une autre question. Comment faire comprendre que le pouvoir n'est pas irrémédiablement lié au savoir? Alors, est-ce qu'on peut, est-ce que l'élu peut préciser?
peut-être en levant la main, si on veut laisser la parole. Lié au savoir, lié aux connaissances? Oui. Ok, par exemple, c'est-à-dire si on ne connaît pas tous les détails, est-ce qu'on a quand même cette faculté de pouvoir faire entendre sa voix? Oui, c'est ça, Steph. Oui. Moi, c'est ce que je dis souvent en politique, on nous suit pour un projet et on nous attaque sur les sujets de gouvernance. C'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre du détail, souvent, on peut être attaqué dessus parce que c'est le côté très opérationnel. Et c'est beaucoup plus difficile d'aller chercher quelqu'un sur sa vision politique, d'aller attaquer quelqu'un sur les valeurs qu'elle porte ou qu'il porte en politique. Donc souvent, ce que je dis, c'est d'éviter justement d'être trop axé dans des explications liées aux détails d'un projet, liées à la gouvernance, mais de reprendre de la hauteur pour ramener le sujet même au cœur de votre projet politique ou au cœur des... je ne sais pas si c'est clair pour l'élu. Que le pouvoir est... Ah, pardon. Merci, c'est très clair. Ok. Elle a répondu. On a également une réaction, Steph, de Fred, donc je pense qui est un homme, qui dit « Je ne comprends pas pourquoi vous parlez de parcours dans la norme pour les femmes. On ne pose pas ce genre de questions pour les hommes. » Alors, on ne vous pose pas la question parce qu'en fait, je pense que c'est aussi des choses qui sont liées à l'éducation ou à la façon dont, en tant que femme, on vient aussi nous chercher en politique. Moi, c'est des choses qui reviennent assez régulièrement quand je suis en formation, Fred. C'est que beaucoup d'élus me disent moi, je suis arrivée un petit peu en politique par hasard. On est venu me chercher parce que grâce aux lois sur la parité, on a maintenant des quotas qui ont fait avancer la présence des femmes en politique. Mais du coup, souvent, c'est pas, il y en a beaucoup qui se retrouvent avec un mandat sans pour autant avoir au départ choisi d'y aller. Et donc, c'est souvent difficile de se dire est-ce que je suis excusez-moi, légitime. autant pour moi. Ah Fred n'est pas genré. Ok. Donc, du coup, la question, c'était... Pardon. Attendez, elle est repartie. Je ne comprends pas pourquoi vous parlez de parcours dans la norme pour les femmes. On ne pose pas ce genre de questions pour les hommes. Donc non, je pense que c'est pas une question de parcours. C'est montrer en fait quelle que soit la personne qu'on est, on a toute sa place à partir du moment où on a envie de faire bouger les choses. En fait, c'est plus par rapport à ça, par rapport à parfois un sentiment d'imposture ou d'illégitimité, de se dire je l'ai pas forcément voulu, je l'ai pas forcément choisi, je n'arrive pas forcément à trouver ma place. Donc c'est de dire voilà, on se fait une image de l'homme ou de la femme politique et c'est pas forcément l'image qui est la plus juste par rapport en tout cas à un quotidien quand on est élu local. Voilà. Fred, je ne sais pas si ça répond à votre question. Donc, il y a un deuxième stéréotype, ce serait de dire il faut être extraverti, parce que quand on fait de la politique, on prend souvent la parole, on est souvent amené à parler en public, alors que ce soit en conseil municipal ou devant des assemblées beaucoup plus larges, en réunion publique ou dans des colloques, par exemple. Et donc, de se dire, pour être un bon orateur, moi, je suis timide, je ne suis pas nécessairement capée pour prendre la parole devant un groupe d'élus ou un groupe de personnes aussi important. Donc, il y a ce test qui est assez intéressant, qui est un test américain, qui est le MBTI, et c'est pour vous montrer en fait que toutes ces personnes que vous voyez sur le côté, elles ont toutes en fait des profils extrêmement différents. Alors, je ne vais pas rentrer dans comment fonctionne ce test de personnalité MBTI, mais vous pouvez le faire sur Internet pour apprendre à mieux vous cerner. En tout cas, ce sera intéressant que vous puissiez le faire pour comprendre en fait comment vous fonctionnez, pour enrichir votre développement personnel. Mais en fait, c'est pour vous montrer en fait
qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais type, ni de meilleure ou de mauvaise combinaison. En fait, chacun a ses propres atouts. L'important, en fait, c'est d'apprendre à bien se connaître et d'être au clair sur vous, vos objectifs et pourquoi vous faites de la politique. Et après, vous trouverez les clés de vous assumer et d'oser pleinement y aller. Donc là, il y a aussi une partie qui peut parfois freiner sur le lot de préjugés qui existent en politique, donc, et qui parfois, du coup, sont difficiles à assumer quand on est une femme en politique. Il y a ce côté, ce sont toutes des croqueuses d'hommes, hein, que finalement, derrière chaque personne de pouvoir, il y a un peu cette notion de désir hein, qui est souvent ramenée pour une femme à la sexualité. Les femmes chefs seraient des tyrans. Hein, que si vous êtes au pouvoir, c'est parce que vous avez forcément les dents longues, hein, qu'on confondrait une femme qui serait battante, qui aurait envie de faire sa place avec l'image aussi de la mère Fouettard un peu. Il y a aussi le préjugé de femme de pouvoir, ce serait une femme forcément complexée, hein, qui serait poussée par un complexe d'infériorité, parce que la vocation politique féminine, elle est assez mal vue en fait en politique, contrairement aux hommes. C'est parfois décorrélé. Voilà, c'est un problème lié aux convictions et aux ambitions personnelles des femmes. Il faudrait surtout pas trop faire de vagues. Le préjugé, numéro 4, elles ont forcément couché pour réussir. Hein. Donc ça, c'est quelque chose souvent qui revient hein, dans ce que je peux entendre en formation, des rumeurs d'élus qui le vivent extrêmement mal. Hein. Donc, et du coup, quand on est dans une posture de séduction, quand on prend la parole, et ça, c'est quelque chose qu'on avait vu dans le précédent webinaire sur le look, et il faut effectivement faire attention à l'image qu'on peut renvoyer parce que la séduction serait beaucoup plus encombrante pour les femmes que pour les hommes en politique. Donc, il y a un préjugé des mères sacrifiées par le pouvoir. Hein. Donc, c'est forcément une femme qui ferait de la politique. Elle est obligée de faire des aménagements dans sa vie familiale. Mais voilà, l'éternelle question, voilà, pourquoi ce serait aux femmes d'assumer à 100% les choix familiaux. Elles sont là pour remplir un quota. Hein. On l'a vu, hein, le système des quotas a vraiment permis à certaines femmes de se mettre le pied à l'étrier, de se lancer en politique, mais à contrario, du coup, ça pose aussi la question de la légitimité, hein, alors que si vous êtes là, c'est quand même du fait d'un résultat électoral. Moi, souvent, c'est quelque chose que je rappelle, hein, au même titre que les hommes, si vous êtes élu et si vous êtes là ce soir pour ce webinaire, c'est parce que vous avez été élu, comme tout un chacun. Elles sont masculines, hein, donc sous prétexte qu'on évolue dans un milieu masculin, il faudrait se comporter comme des hommes. Donc le pouvoir n'est pas indissociable de la testostérone. Hein. Vous pouvez aussi être des guerrières et puis avoir aussi une autre relation au pouvoir. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui est extrêmement important, c'est de dire que vous n'allez pas vous fondre dans un costume, vous pouvez rester vous-même tout en maîtrisant ces codes du pouvoir. Et puis, ce serait des intrigantes. Hein. Il faudrait, pour réussir en politique, se montrer habile, parfois impitoyable. Voilà. Et donc, ça, c'est des choses qu'on pourrait reprocher aux femmes, mais qu'on ne reprocherait pas du tout aux hommes. Donc, tous ces préjugés, on les prend et on les met à la poubelle. Et on avance en fait et ça vous permettra du coup de pouvoir justement appréhender toutes ces étapes pour changer de niveau. Parce que voilà, le pouvoir, ça se décide, c'est vraiment un choix personnel. Et une fois qu'on a claqué la porte à ces stéréotypes, mis de côté tous ces préjugés qui pèsent parfois lourd dans un quotidien d'élu,
il faut apprendre à gravir ces 4 étapes. Donc, connaître vos motivations en politique, connaître vos objectifs à plus ou moins long terme, avoir de l'ambition pour progresser. Hein, donc, c'est vraiment… Et puis après, l'assumer. Donc, oser, ne pas s'excuser d'être là et assumer. Et c'est vraiment la clé pour changer de niveau. Et je vois que Morgane… Ouais, j'allais prendre la parole parce qu'on a pas mal de commentaires, effectivement, qui disent que bien souvent, ces préjugés proviennent malheureusement de femmes également, que ce n'est pas que des préjugés qui proviennent d'hommes et qu'il faudrait plutôt se souder les coudes comme les hommes le font si bien. Tout à fait. Merci beaucoup. Donc, pour apprendre en tout cas, pour assumer beaucoup plus cette posture de pouvoir et pouvoir, du coup, mieux appréhender ces codes, c'est hyper important d'apprendre à sortir de sa zone de confort. Donc, la zone de confort, c'est vraiment un ensemble d'habitudes, de comportements que l'on effectue et qui nous rassurent. Et c'est ce que j'appelle une prison dorée pour l'esprit. Mais même si elle est dorée, ça reste une prison. Donc, c'est la zone, vraiment au sens imagé du terme, dans laquelle on a le contrôle. Et le seul problème de cette zone de contrôle, c'est qu'il est extrêmement difficile d'apprendre, de découvrir, d'expérimenter des choses dans cette zone de contrôle. Et donc, pour aller aussi changer de niveau et atteindre vos objectifs en politique, il va falloir aussi sortir de cette zone de confort pour aller tester d'autres choses et vous épanouir à atteindre vos objectifs. Donc, souvent, qu'est-ce qui bloque par rapport à la zone de confort? C'est vraiment la peur, tout simplement. Il y a beaucoup de peurs qui nous empêchent de sortir de cette zone de confort, la peur de l'échec, de l'inconnu, la peur de perdre, de ce que vont dire les autres, et surtout, c'est la peur du changement. Donc, ce n'est pas un manque de compétences, ce n'est pas un manque de savoir, ce n'est pas un manque d'acquis. Souvent, on n'ose pas y aller, on n'ose pas demander parce qu'on a peur qu'on nous dise non. En fait, on se personnifie à travers ce non comme étant un rejet de nous-mêmes. Donc, vraiment, quelles que soient les situations dans lesquelles vous allez être, que ce soit des situations de stress, de rapport de force, de domination, de conflit, de remarques sexistes, pour inverser la tendance, en fait, il est extrêmement important d'aller sortir de cette zone de confort pour travailler sa répartie, par exemple, pour pouvoir aussi s'affirmer beaucoup plus fort. Donc, en fait, pour vous expliquer ce schéma, c'est vraiment pour bien comprendre la zone de confort, enfin, en tout cas, c'est ce phénomène de zone de confort. Donc, en jaune, il y a la fameuse zone de confort, moutarde, soyons précis sur les couleurs. Donc ça, c'est vraiment l'environnement qu'on maîtrise, la routine, les choses qui nous sont familières. La zone d'apprentissage, donc c'est cette zone-là qui nous permet de plus expérimenter, qui nous permet de comparer, qui nous permet d'aller tester des choses. Et la zone de panique, c'est vraiment l'inconnu, où on a du stress, de l'inquiétude, de l'insécurité. Et l'idée, ce n'est pas de faire un grand pas de la zone de confort à la zone de panique, c'est qu'en fait, c'est un peu comme des ricochets. En fait. Plus on va sortir de sa zone de confort et on va tester des choses dans la zone d'apprentissage, plus les cercles en fait, vont s'élargir et plus la zone de panique va s'éloigner et se rétrécir. Voilà. Et donc, quand on sort de la zone de confort, on ne perd absolument pas ce qui est acquis. Au contraire. Et donc, pour atteindre vos objectifs, les objectifs, ils vont forcément se trouver en dehors de votre zone de confort. Ils vont être dans la zone d'apprentissage. Il va falloir que votre motivation pour atteindre ces objectifs soit beaucoup plus forte que vos propres peurs. Donc, et en apprenant à du coup gérer vos peurs, gérer votre stress et cette situation d'inconfort quand on sort de ce qui nous est routinier, plus vous allez aussi développer cette estime de vous-même et avoir aussi une meilleure idée de vos objectifs personnels. Donc, vraiment, confiance, persévérance et attitude positive vont vous permettre de vivre cet apprentissage beaucoup plus facilement.
Donc, il y a différentes étapes. Je vois que le chrono tourne, c'est terrible. Il y a 7 étapes vraiment pour bien appréhender cet élargissement. J'aime pas, souvent on dit sortir de sa zone de confort, mais c'est vraiment d'élargir en fait sa zone de confort. C'est déjà de faire un premier point d'étape, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ma zone de confort en fait? Quelle est ma zone de confort personnelle? Qu'est-ce qui me convient réellement dans cette zone de confort? Qu'est-ce que je veux changer? Quelles sont mes limites? Et qu'est-ce que je suis prête à faire bouger? Donc, c'est vraiment ce que vous reconnaissez comme étant familier. Mais ce qui est familier, c'est parfois positif, parfois négatif. C'est en tout cas quelque chose qui vous rassure au quotidien. Donc, parfois, dans votre zone de confort, vous allez retrouver des relations pourries avec des collègues élus, mais comme vous êtes habitué à ces relations néfastes, en fait, c'est quelque chose qui est devenu familier. Et donc, du coup, vous allez y trouver facilement des remarques pour pouvoir y répondre. Ça peut être aussi des tâches qui sont ennuyeuses. Ça peut être des habitudes de travail. Ce n'est pas forcément, en fait, des choses positives dans la zone de confort. C'est vraiment… Donc, vous faites un état des lieux de cette zone de confort personnel. Ensuite, oui, pardon. Justement, tu avais Sophie qui te demandait comment identifier ces fameuses limites. Les croyances limitantes, je pense. Alors, du coup, ces limites, elles sont souvent liées aux peurs. Donc, c'est des pensées, en fait, qu'on pense comme étant vraies et qui nous brident et qui nous empêchent, en fait, et qui nous font renoncer à nos propres ambitions. Donc, c'est vraiment identifier quels sont les freins qui vous empêchent d'agir. Donc, parfois, c'est prendre la parole quand on ne maîtrise pas forcément un sujet sur le bout des doigts. Parfois, c'est la peur d'un public important. Il y a une multitude en fait de peurs, mais elles sont toutes en fait personnelles. Et l'idée, c'est que pour mieux les comprendre et pour mieux les dépasser en fait ces peurs et pour lever les freins à ces différents obstacles, en fait, c'est hyper important de mettre des mots dessus. Et je ne sais Stéphanie, pas si j'ai répondu à la question de Sophie. Il y a une autre idée qui revient beaucoup, c'est que c'est très compliqué quand on est élu d'opposition d'avoir du pouvoir et de faire passer nos propositions et je pense de prendre confiance en soi aussi. Ok. Après, quand on est aussi élu de la minorité, on a ce temps imparti. Alors, je sais qu'il faut être aussi sur tous les sujets, alors que quand on est dans la majorité, on a aussi des domaines d'expertise, des délégations qui nous permettent d'approfondir un sujet plutôt qu'un autre, alors que quand on est dans la minorité, il faudrait savoir un petit peu sur tous les sujets. Mais c'est à vous aussi, à travers vos réseaux sociaux, à travers vos relations personnelles, à travers la façon dont vous allez vous présenter et expliquer les messages, les idées que vous portez tout en étant dans la minorité, que vous allez pouvoir aussi être constructif pour un avenir, je l'espère, dans la majorité. Mais en tout cas, vous pouvez vous faire une place en dehors du conseil municipal qui vous bride au niveau de la prise de parole dans le collectif. Donc, pour dépasser ces peurs, comme je le disais, sans transition, c'est vraiment de faire le point pour bien comprendre ses peurs et du coup de vous après aller chercher des sources de motivation qui vont vous permettre de dépasser ces peurs et de vous pousser à agir. Ensuite, il y a prendre l'étape 3, une fois que vous avez fait donc, cet état des lieux de votre zone de confort et regarder un petit peu quelles sont vos craintes pour en sortir, de prendre les commandes de votre zone de confort. Donc, pour prendre les commandes de cette zone de confort, c'est hyper important de savoir où vous voulez aller. Et en fait, sans cette clarification de votre objectif, et un bon objectif, c'est ce qu'on appelle un objectif SMART, intelligent, mais SMART parce qu'il est
il est spécifique, il est simple à atteindre, il est mesurable, c'est-à-dire il est quantifiable. Si vous ne pouvez pas mesurer l'avancée dans votre objectif, en fait, ce sera extrêmement compliqué pour vous d'évaluer les efforts qu'il vous reste à faire pour atteindre votre objectif. Il doit être quand même et avant tout, il doit être ambitieux tout en étant réaliste. Sans ambition, il n'y a pas de challenge, mais si votre ambition n'est pas accessible, ça ne marche pas. Vous allez courir après un objectif et vous allez vous épuiser à la tâche, et il doit être aussi temporellement défini. Donc, dans l'idée, c'est d'avoir toujours une échéance pour pouvoir aussi vous permettre de faire des points d'étape pour savoir où vous en êtes par rapport à la réalisation de cet objectif personnel. Étape numéro 4, c'est évidemment être aligné, la notion de congruence, être cohérente entre ce que vous pensez, entre ce que vous dites et entre ce que vous faites. Donc pour que l'extension de votre zone de confort soit optimale, il faut évidemment bien vous connaître et pouvoir aussi visualiser les possibilités que ce changement va pouvoir vous offrir, évidemment en lien avec l'objectif que vous aurez prédéfini en étape 3. Et en étant aussi capable d'analyser les implications, en fait, de pouvoir visualiser si ces changements à venir et les implications que ça induit vous conviennent. Est-ce que c'est toujours bon ? Oui, on a beaucoup de questions, Steph, mais je vois le temps qui défile, du coup, j'ose pas te couper. Ça marche. Je vois qu'on a beaucoup de questions, notamment au niveau de la minorité. On a aussi des personnes qui nous demandent que faire quand les médias ne reprennent pas nos propos. Donc ça, je pense que c'est plus une formation de communication politique, comment s'adresser aux médias. Peut-être qu'il sera un autre sujet. Oui, je pense qu'on peut faire un atelier vraiment, on peut faire un atelier axé pour les élus de la minorité. Et on pourrait faire aussi un atelier lié vraiment à... comment faire en sorte que les journalistes s'intéressent à mes messages et à mes projets. Ouais, ça, c'est clair. Exactement. Donc, en étape 5, après, il s'agit de progresser dans sa zone d'apprentissage. C'est vraiment là où vous allez pouvoir relever les nouveaux défis. Donc, toujours faire preuve de bienveillance vis-à-vis de nous-mêmes parce que c'est encore une fois, ce sont des tests, donc ils ne réussissent pas nécessairement. Et évidemment, vous récompenser pour les efforts et les accomplissements que vous allez convertir. Donc, c'est hyper important. Personne ne nous apprend à avoir confiance en nos rêves les plus fous. Donc, c'est en tout cas dans cette zone d'apprentissage que vous allez révéler les champs des possibles pour faire avancer vos projets politiques et pour vraiment faire avancer cette faisabilité. Donc, allez-y par étapes avec un objectif clair en tête et puis une fois que vous testez des choses, voilà, remerciez-vous et félicitez-vous pour tout ce que vous accomplissez. Donc, faire de l'incertitude une force. Donc, ça fait vraiment partie intégrante de l'expérience pour sortir de cette zone de confort. C'est que la plupart du temps, on l'a vu, on est indécis, on évite d'y aller parce qu'on a peur. Et on a peur de ce qui pourrait arriver, on a peur d'échouer, on a peur de ne pas pouvoir gérer la situation. Mais donc, dites-vous que ces peurs, elles sont complètement légitimes dans ce processus de sortir de cette zone de confort. C'est complètement humain. Et que c'est quelque chose que vous devez apprendre du coup à contrôler. Parce que ce sentiment d'inquiétude, d'incertitude, il sera forcément là. Donc, c'est d'apprendre à le transposer dans quelque chose de positif pour vous permettre d'avancer le plus sereinement possible. Et évidemment, l'étape numéro 7, c'est que personne n'aime échouer, ça je vous l'accorde, mais on va être honnête, l'échec fait aussi partie intégrante de la vie et aussi de la vie politique. C'est vraiment, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de jeu politique. Donc c'est en allant explorer de nouvelles pistes et en allant traduire positivement ces différentes expériences, même mal vécu, que vous allez aussi vous laisser la possibilité après d'ouvrir d'autres perspectives et puis d'aller aussi tester de nouvelles choses. Et donc pour ça, il va falloir faire preuve d'optimisme, de responsabilité, de résilience et d'initiative.
Et c'est parce que vous allez être en capacité d'analyser vos échecs que vous allez aussi pouvoir rebondir beaucoup plus facilement et d'être toujours dans cette capacité à innover, d'être toujours dans l'optimisme et d'apporter une réponse positive à ces possibles échecs. Et donc, pour traduire ce schéma que je trouve assez emblématique, donc on voit où est la zone de confort et on voit où la magie se produit. Donc, en optant pour des changements progressifs au risque limité, en sortant de cette zone de confort pour mieux s'affirmer aux yeux du monde et en assumant vos ambitions, vous allez pouvoir aller tester cette fameuse magie. Donc, une fois que vous aurez réalisé finalement que le changement n'est pas négatif en soi, que vous pourrez commencer à assumer beaucoup plus facilement et à accepter le regard d'autrui, à renforcer la confiance que vous avez en vous, que la réussite personnelle que vous pensez parfois inaccessible, lointaine, va pouvoir se dérouler beaucoup plus dans un sentiment de sécurité et va devenir une vraie stimulation personnelle pour aller de l'avant. Donc, j'ai un petit exercice de mise en pratique que je vous invite à faire chez vous, qui consiste à prendre un petit temps de recul pour identifier vos habitudes et les activités que vous trouvez limitantes, pour après identifier quelles sont vos pensées, les peurs qui vous font passer à côté de certaines opportunités, mais des opportunités qui soient liées à votre objectif politique. La peur du qu'en dira-t-on, du jugement, la peur de l'échec, la peur du ridicule, la peur de déranger, la peur de parler en public, je ne sais pas moi, la peur de parler à quelqu'un qui vous empêche de vous épanouir, la peur de dire non. La peur d'être seul, enfin voilà, il y a beaucoup de choses en fait qui nous empêchent au quotidien de ne pas y aller, de ne pas franchir le pas. Et en fait, c'est parce que vous allez faire ce travail-là que vous allez vous préparer mentalement à y aller pas à pas et à gravir du coup ces différentes étapes pour sortir de votre zone de confort. Ça peut être par exemple quand si je suis stressée de prendre la parole en public et que je sais que dans 6 mois, je dois faire cette présentation devant un conseil métropolitain, devant, je ne sais pas moi, une 60aine d'élus. C'est peut-être dans un premier temps enregistrer une vidéo de moi présentant quelques minutes mon projet et de la poster sur Facebook. Et c'est en y allant pas à pas, en vous fixant du coup des échéances que du coup dans 6 mois, vous réussirez à aller de l'avant et à réussir cette étape. Et du coup, j'ai une partie 2, mais j'explose un petit peu le temps là. Oui, là, il est l'heure de finir l'atelier en fait. Ouais. Du coup, est-ce qu'il faut que je garde cette partie 2 pour je sais pas, une deuxième partie le mois prochain qui est assez... Là, tout le monde dit oui. On dit oui. On a dit oui sur le chat là pour l'instant. Oui, avec des points d'exclamation. Oui, Okay. oui. Ok, ça marche. Voilà. C'est un oui. Bon, c'est un oui. Alors, il y en a certaines qui restent, mais je crois qu'il est vraiment... on a plus une majorité de oui. Ok. Bon, après, il y a 3 slides. Non. Il y en a beaucoup qui nous disent c'était déjà très dense. Écoute, je ne sais pas, je ne sais plus. On continue. C'était déjà très dense. Oui, merci pour cette présentation. Je ne sais pas. Allez, on termine. Allez, on termine ou pas? Allez, pour 3 slides, on y va. Allez, les filles, on y va. Non, mais les qualités liées au pouvoir, souvent on dit qu'un bon leader, c'est quelqu'un qui sait gérer l'incertitude, c'est quelqu'un qui sait gérer le changement, c'est quelqu'un qui est capable d'impulser de nouvelles opportunités, qui sait manager
et accompagner une équipe avec efficacité, tout Morgane Fournier, quoi. Mais un leader, c'est aussi quelqu'un qui est capable d'inspirer, de porter des projets grandioses, mais qui est aussi capable d'obtenir des résultats. Et donc, on le voit, en fait, c'est pas lié à la position dans l'organisation, pour en revenir à notre triangle de tout à l'heure, mais c'est vraiment, donc c'est pas lié à son titre, mais un leader, ça se distingue par ses qualités, son état d'esprit et son comportement. Il y a 3 qualités essentielles en politique. Il y a la détermination, la résilience et la prise de risque. Détermination parce que la vie politique, elle n'est pas linéaire, parce qu'on l'a vu, vous allez vivre des échecs, vous en avez probablement vécu, et que ces échecs-là, ces moments difficiles, ils sont aussi nécessaires pour vous faire évoluer, pour vous faire grandir et pour vous challenger. La résilience, pourquoi être persévérante, c'est aussi être en capacité de garder une attitude positive, de rester concentré sur la poursuite de son objectif en dépit des obstacles et en dépit de ses échecs. Et pourquoi prendre des risques? Parce que pour prendre des risques, en fait, on augmente sa tolérance à l'échec et on est plus en capacité du coup de pouvoir tirer les leçons de ses propres erreurs. Et c'est parce que vous allez sortir aussi des sentiers battus, aller tester des endroits, des thématiques, des expertises où on ne vous attend pas nécessairement, que vous allez aussi être reconnu comme étant quelqu'un qui ose, qui y va, qui porte des projets ambitieux. Donc, c'est aussi une façon de vous affirmer comme un animal politique. Pour tout ça, il faut oser se voir en négatif. Donc, toutes les remarques négatives que vous pouvez entendre à vos côtés, entendre sur vous, ou cette petite voix intérieure, parfois les fameuses croyances limitantes qui nous empêchent d'avancer. En fait, cet exercice, il est assez intéressant parce que ce que vous pouvez voir en négatif, il y a toujours un côté positif des choses. Je ne suis pas agressive, je suis assertive. Je ne suis pas râleuse, je suis exigeante. Je ne suis pas émotionnelle, je suis intuitive. On dit de moi que je suis bavarde. Non, en fait, j'ai d'excellentes capacités relationnelles. Je ne suis pas chiante, je suis précise. Je ne suis pas carriériste, je suis ambitieuse. Je ne suis pas arrogante, je suis intelligente. Je ne suis pas hystérique, je suis engagée. Celle-ci, je l'adore. Je m'en sers beaucoup. Et je ne suis pas avide de pouvoir, je suis juste une femme puissante. Et ça, c'est des choses, en fait, qui sont... c'est un exercice à faire régulièrement. D'une part, parce que ça fait du bien de faire le point sur des choses qu'on nous reproche souvent et de pouvoir les traduire en quelque chose de positif pour soi. Il y a Laura qui rigole, c'est peut-être un commentaire, je ne sais pas. Mais c'est aussi être capable de voir positivement ses défauts, c'est aussi une faculté, une compétence qui peut être aussi utile au groupe, à la collectivité et qui est aussi extrêmement intéressant. Parfois, quand on doit travailler sa répartie, être capable de voir des points négatifs en positif, ça permet aussi parfois de trouver une répartie beaucoup plus facilement. Et donc, ce qui fait la différence entre un bon et un mauvais leader, c'est les qualités et les compétences qui y sont liées. Faire preuve d'assurance en termes de compétences, ça vous permet d'avancer dans la confusion avec peu de repères. Être une bonne communicante, ça vous permet d'écouter attentivement et de pouvoir aussi vous exprimer en public. Quand vous êtes pondéré, vous allez faire preuve de beaucoup plus de sérénité quand ça se complique. Être stimulante, ça vous permet de gagner l'adhésion et convaincre les autres de vous suivre. Être psychologue, vous allez, ça c'est extrêmement important en politique, les 2 derniers points, c'est vraiment 2 points à travailler, parce que c'est ce qui fait une bonne personnalité politique. Être psychologue, ça permet de comprendre, en fait, de connaître l'impact de son comportement, de la façon dont on s'exprime dans sa gestuelle sur l'autre, sur l'entourage, sur les interlocuteurs et se montrer politiquement habile
c'est aussi avoir une bonne connaissance de l'organisation du pouvoir et du coup d'écouter aussi attentivement son entourage politique et savoir vers qui se tourner quand on a besoin de soutien, de ressources, d'accompagnement. Et toutes ces qualités, en fait, vont vous permettre de prendre des décisions en dépit parfois du manque d'informations, hein, pour en revenir à la remarque en début de webinaire. Ces qualités vont aussi vous permettre de porter des projets que les autres vont suivre beaucoup plus volontiers, puisque vous allez vraiment être dans cette assertivité et affirmer que vous êtes une personne digne de confiance et qu'on peut suivre beaucoup plus facilement. Ça va vous permettre d'agir tout en respectant les autres et ça va vous permettre aussi d'exploiter des éventuelles tensions à votre avantage, hein, en tirant profit de l'énergie, de certaines rivalités par exemple, et vous montrer parfois au-dessus du lot en étant du coup dans la construction et dans l'affirmation de vos valeurs et de l'importance des projets et de votre vision politique. Et je crois que j'ai fait le tour. C'était assez dense, mais au final... Je profite effectivement pour vous rappeler, je vois que c'est beaucoup demandé dans le chat, on vous renvoie le replay, donc vous aurez accès à toutes ces slides, hein, via le replay, donc vous aurez tous ces comparatifs qu'a pu faire Steph. Effectivement, j'ai beaucoup aimé l'hystérique engagé aussi, je trouve que c'est magnifique comme comparatif et plein d'autres encore. Est-ce qu'il y a peut-être des questions, des remarques, des incompréhensions ? Non, il n'y a aucun mal à vouloir être ambitieuse. C'est super d'être ambitieuse. Je dis, il y a le culot, on n'a rien fait de mieux pour progresser. Le culot, l'ambition. Ok, super. Qui ne tente rien à rien. De retour. C'est hyper sympa. Merci beaucoup. Et bien, le prochain rendez-vous, ce sera le mois prochain. On vous tiendra informé. Maintenant que vous êtes inscrite, vous recevrez nos prochains ateliers. Et puis, j'en profite, Steph organise des formations. Donc, si vous voulez aller plus loin et y passer la Élu local organise des formations. Oui. Ah oui, c'est élu local. Steph, j'en anime certaines, pas toutes. Mais on peut venir chez vous, dans votre département, on peut organiser une formation. Normalement, cette formation, elle dure combien de temps? C'était une journée, je crois. En fait, c'est une formation qu'on fait en 2 temps. Il y a une formation qui est vraiment liée à l'assertivité et une formation qui est liée à la notion d'influence. Voilà. Donc, ça dure en 2 jours. En 2 jours, ouais. Et on peut se rendre chez vous, on peut organiser un petit groupe, même au sein de nos réseaux. On a plein de choses à faire. Nous, notre ambition, c'est que les femmes prennent de plus en plus de place et c'est par ce genre de formation qu'on y arrivera aussi. Exactement. Et on sait à quel point c'est parfois compliqué de trouver du temps dans une vie qui est déjà bien remplie. Donc, c'est aussi pour ça qu'on cherche à développer des formations à côté au plus près de vos territoires. Et des formations en ligne, d'ailleurs, aussi, qu'on essaye de mettre en place. Enfin, on a plein de choses à créer. N'hésitez pas à nous donner vos retours. C'est ce dont on a besoin. On est là pour vous et dites-nous ce dont vous avez besoin. Bon, le format, en tout cas, est très apprécié. Donc, ça, c'est hyper sympa. Ouais. Merci pour vos retours. Merci pour tous vos mots super sympathiques qui font du bien. Et si vous souhaitez rejoindre votre réseau local, donc, qui est un réseau qui vous permet de rencontrer et d'échanger avec des élus de votre département, vous avez le lien là sur la slide. Donc, on organise avec nos ambassadrices de choc des rencontres de réseau et on sera amené à déployer d'autres formats l'année prochaine. Donc, si vous souhaitez être tenu au courant de cette actualité, n'hésitez pas à rejoindre votre réseau départemental. Il n'y a pas d'adhésion, c'est complètement gratuit. Donc, profitez-en et ça vous permet aussi de pouvoir, tout à l'heure, on disait, vous serrer les coudes
et être dans un climat bienveillant pour aller chercher des bonnes pratiques. Et effectivement, le lien n'est pas actif, mais ne vous inquiétez pas, avec le replay, on vous enverra le lien qui sera actif et le lien vers l'enquête, effectivement, également, je vois cette question, on vous enverra tous les liens qu'il faut. Ah, le lien n'est pas actif. Ah oui. Bah non, parce que comme c'est ton PPT, on ne peut pas cliquer dessus. Ouais. Ah oui, ok. Bon, eh bien, écoutez, c'était super d'être ensemble, même si on ne vous voit pas. Merci pour toutes vos réactions. Ah, génial, Nathalie. Bah, à bientôt en décembre, Nathalie. Bonsoir à toutes et très bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée, à très bientôt. À bientôt, Catherine. C'est trop sympa. Au revoir, Nadji. Non. Carole. Ah, salut, Carole. Bonne soirée, qui a fait la formation comme Paul à Strasbourg.